L'enquête publique concernant un projet éolien citoyen à Théier s'est achevée il y a quelques jours. D'abord consensuel, il est aujourd'hui contesté par des riverains. Reportage de Nick Ressman. C'est ici, à l'entrée de Théier, en pleine campagne dans le pays d'Anceny, que le nouveau parc éolien citoyen Eolande devrait voir le jour. 5 éoliennes produisant ensemble 15 MW, couvrant les besoins en électricité de 18 000 habitants. Le premier parc éolien coopératif de Loire-Atlantique, financé en partie par des habitants, semblait être en bonne voie. Mais les opposants se mobilisent. La première crainte, c'est de voir un nouveau champ éolien se développer dans un paysage déjà très saturé. Ce nouveau champ éolien est également très proche des habitations. Régine Materne-Ménil a acheté sa maison en 2005, pas d'éolienne à l'époque. Depuis sa chambre, elle a désormais une vue sur les éoliennes de Joué. Elle voit le projet d'Eolande d'un mauvais œil. On n'a jamais vu quelque chose d'aussi grand envahir comme ça la campagne. Donc ce sont des machines industrielles qui font une hauteur maintenant proche de la tour Montparnasse, qui clignotent la nuit et qui sont visibles de partout. Une contestation peu représentative à l'échelle locale, selon les porteurs des projets. Ce projet d'éolien est porté par une association et donc tout un réseau citoyen de plusieurs centaines d'habitants de ce territoire. Les élus locaux sont majoritairement pour. De nombreux citoyens sont pour. Eh bien, je crois qu'il faut aller de l'avant si on veut tenir ces objectifs de transition énergétique. C'est à la fois bon pour le climat, mais aussi pour l'activité économique et pour l'emploi. L'enquête publique est désormais close. Les travaux sont prévus en 2017. À chaque journée, sa déclaration politique sur le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Ce jeudi matin, José Bové a répondu à Manuel Valls. Le député européen a prévenu, il ne restera pas les bras croisés si le Premier ministre décide de lancer les travaux. Puisque M. Urvoas et M. Valls disent que le projet doit se faire, eh bien je leur dis ce matin à la radio que si le premier bulldozer arrive ou le premier gendarme arrive pour commencer à vider la ZAD ou commencer le chantier, je serai là et je désobéirai à la loi qui interdit de s'opposer à des grands travaux. Donc aujourd'hui, moi j'appelle les Français, j'appelle les Françaises à se mobiliser et à dire publiquement qu'ils désobéiront à l'interdiction de bloquer les grands travaux. La jeune femme de 18 ans poursuivie pour complicité dans le meurtre de Romain Barré a réclamé sa remise en liberté. Elle conteste justement avoir participé à l'étranglement de cet agent immobilier de 38 ans. Petite amie d'un des deux hommes mis en examen pour meurtre aggravé dans cette affaire, elle jure être restée à distance et ne pas avoir vu les deux complices jeter Romain Barré encore vivant dans la Loire. La chambre d'instruction rendra sa décision ce vendredi matin. Avec déjà plus de 400 000 clients en France, le compte sans banque Compte Nickel fait un carton. L'entreprise s'installe à Nantes avec près de 200 emplois à la clé. Anne Judic nous explique comment ça marche. Bonjour. Flavie vient déposer de l'argent sur son compte Nickel. C'est Yves qui la reçoit. Il n'est pas banquier mais buraliste. Dans son commerce, on peut approvisionner, retirer de l'argent et même ouvrir un compte en 5 minutes. Donc là, on inscrit donc le numéro de la carte, qui est en fin de compte le numéro du compte bancaire. Démarche simplifiée, accessible dès 12 ans sans aucune condition particulière, le compte Nickel séduit de plus en plus de clients. On sélectionne la pièce d'identité et après, il n'y a plus qu'à scanner. C'était faible au démarrage et puis ça monte en puissance et c'est de plus en plus. D'ailleurs, preuve en est, c'est qu'on est quand même arrivé au niveau national à 400 000 comptes ouverts. Au niveau des distributeurs, c'est pratiquement 2000 débitants qui font le compte Nickel. Ça correspond pratiquement à autant d'agences BNP en France. À tout moment, tu peux venir déposer de l'argent à n'importe quelle heure, quand c'est ouvert, bien sûr, et tu peux faire des dépôts aussi, quand tu veux. C'est vraiment cool et c'est facile. Des frais réduits, une plateforme internet pour effectuer des virements. Le concept, créé en 2014 à Paris, se développe à grande vitesse. Il n'y a pas de découvert chez nous. Les tarifs sont très clairs, transparents, 20 € par an pour votre compte, y compris la carte. Donc c'est la simplicité, de la transparence, un service qui est vraiment utile, sans de fioritures, et c'est ça qui explique à notre avis le succès du compte Nickel. Exclu du système bancaire, voyageurs, étudiants à l'étranger, le compte Nickel espère séduire 600 000 nouveaux clients d'ici fin 2017.
Le HBC Nantes continue sur sa lancée. Devant une salle de la Trocardière-Comble, les coéquipiers de Théodoro ont réalisé un match très solide face aux Aixois de Jérôme Fernandez. Une victoire 34-28 qui leur permet de rester invaincus cette saison. Mieux, ils prennent provisoirement la tête du championnat avant le déplacement du PSG à Chambéry. Selon Bon au tableau, la blessure au coude de Nicolas Tournat, le pivot du H, ne devrait pas être du déplacement samedi face à Tremblay en Coupe de la Ligue. Une autre belle série, cette fois-ci pour les handballeuses du NLA. 4e victoire d'affilée hier soir face à Nice. Les Nantaises remontent ainsi à la 5e place du championnat. Cette fois, c'est bel et bien terminé. Malgré la mobilisation de tout un club ces dernières semaines, le Saint-Nazaire Rugby Loire-Atlantique a acté hier soir le dépôt de bilan lors de son assemblée générale. La réunion de la dernière chance à la mairie de Saint-Nazaire n'a donc rien donné. Les autorités locales n'ont plus confiance dans les propositions des éventuels repreneurs. La subvention n'a donc pas été versée au club. L'équipe première pensionnaire de Fédéral 1 Élite a déjà déclaré forfait pour le match dimanche à Auch. Une collaboration avec des clubs voisins serait malgré tout envisagée pour permettre aux jeunes du SNR de continuer à pratiquer le rugby. Sensibiliser au comportement dangereux dans les transports en commun avec humour, c'est possible. La preuve avec la TAN, le réseau de l'agglo nantaise, qui invite dans 2 vidéos originales à bien se tenir à la barre ou à ne pas bloquer la fermeture des portes. Voilà, comme ça, et voilà, c'est la sécurité, voilà. Tout ça. Et donc là, on dit, ah, il ne tient pas la barre, mais j'ai un double impact, c'est-à-dire que j'ai quand même les 2 contacts, et si je lâche la main du monsieur, merci monsieur, hop, je rattrape ici, je reconnecte, je lâche la main de mon camarade, je reconnecte, toujours. Le temps d'une chanson, la patience sera récompensée pour toi et les usagers. Moi et les usagers. Rien ne sert de bloquer, laisse le tram filer. Le bonheur est dans le prochain. Laisse le tram filer. Il est bloqué, la porte ne sert à rien. Laisse le tram filer. Narcisse Pelletier, un jeune mousse vendéen de 17 ans adopté par les aborigènes d'Australie au 19e siècle, fait l'objet d'un livre. Rencontre avec son auteur, Thomas Duranto. La vie de Narcisse Pelletier se résume à la vie d'un jeune mousse vendéen qui a pris la mer très jeune, qui s'est retrouvé à 14 ans suite à l'échouage de son navire à être abandonné en Australie, au nord-est de l'Australie, sur la péninsule de Cap York, et à vivre 17 ans, à être obligé de s'adapter à une vie qui était complètement différente, à vivre 17 ans parmi un groupe aborigène, les Wantala, et à être récupéré à un moment donné de force par un navire anglais qui le découvre en Australie et qui le ramène de force en France, où il va devoir se réhabituer à une vie qui est un monde qui n'est plus vraiment le sien, ce monde européen, et où il va donc terminer sa vie à Saint-Nazaire en gardien de phare, puis en personne travaillant au port de Saint-Nazaire. L'histoire de Narcisse Pelletier, je la connais depuis que je suis tout petit, puisque mes parents sont originaires de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, d'où était originaire Narcisse Pelletier. Et en fait, mon grand-père, qui était marin-pêcheur, racontait que son propre grand-père, donc mon arrière-arrière-grand-père, était présent au moment du retour de Narcisse Pelletier en 1876 à Saint-Gilles. Et donc, il y a une histoire qui est restée dans le cadre familial, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à bercer d'une certaine manière mon enfance. Et donc, cette histoire, je la connais depuis très longtemps, et j'ai eu envie d'avoir à en savoir un peu plus, à creuser un petit peu plus cette histoire. Alors, ce livre, il y a une histoire qui est en même temps qui est assez longue, parce que ça a été un temps de recherche autour de ce personnage. Et puis, il y a eu la volonté de revenir aux sources, en fait. Donc plus que la volonté d'avoir à réécrire l'histoire de Narcisse, ça a été la volonté de redonner au maximum les sources qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'histoire de Narcisse Pelletier. Et entre autres, la source principale, c'est un texte qui a été publié dès 1876, dès l'année de son retour, un texte écrit par Constant Merlan,
qui est un médecin qui vient voir Narcisse et lui propose d'écrire son histoire, au départ dans la volonté aussi d'avoir à lui rapporter un peu d'argent, parce que il revient, il n'a plus grand-chose, donc c'était dans cette optique-là. Et puis ils vont donc publier cet ouvrage. Alors c'est écrit par Constant Merlan, mais à partir du témoignage de Narcisse Pelletier. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, une grande partie certainement de ce témoignage, et puis en même temps le regard aussi de Constant Merlan là-dessus. Donc ça, c'est vraiment la source principale, qui est le premier livre anthropologique sur cette zone de l'Australie qu'on est, et sur ces peuples aborigènes. Donc il y a une source importante au niveau anthropologique. Et puis l'ensemble des documents qu'il y a pu avoir, c'est-à-dire tous les articles de presse qui ont pu être publiés en Australie et en France au moment de son retour, et les quelques documents directs qu'on peut avoir, des photos qui ont été prises en Australie puis à son retour, et également des sources qu'on a pu retrouver dans la famille de Narcisse Pelletier. Alors c'est un livre d'histoire, et en même temps c'est autre chose, c'est-à-dire ça se veut vraiment un livre par fragments, c'est-à-dire le but c'était pas d'avoir une approche seulement universitaire et difficile ou qui serait limitée aux anthropologues sur cette histoire-là, mais véritablement d'avoir à reprendre cette histoire donc à partir de la réédition du livre de Constant Merlan, et en y ajoutant des petits fragments comme ça de lettres, d'articles, des photos d'anthropologues qui ont circulé dans la zone quelques années après, donc pour essayer vraiment de rendre vivant cette histoire. Le but, c'est de mettre en valeur les images. Donc il y a un travail à partir de photos actuelles de la zone où a été Narcisse, et puis des photos d'anthropologues qui ont circulé dans la zone dans les années en gros 1920. Et puis, en plus de cela, pour pouvoir toujours dans la volonté de donner un peu corps et vie à cet ouvrage, j'ai réalisé un certain nombre d'illustrations qui se voulaient fidèles aussi au travail historique et anthropologique qu'on a pu faire, mais en y apportant cette part un peu d'images qui pouvaient permettre au lecteur aussi de rentrer plus facilement dans cette histoire.